Thank you, Mr. President. Before beginning, I want to say that my... Oh, please be reminded you have 30 minutes only. Okay. Qu'est-ce qu'il me dit? Oui, c'est ça, oui. I want to say that my children speak an excellent English language. Why? Because they inherit the ear of their mother. But my ear is very bad, so please, I speak in French, but the traduction is okay. Comme tout homme doit pouvoir vivre décemment, l'existence de la pauvreté est insupportable. Et d'ailleurs, au fil de l'histoire de l'humanité, l'Église catholique a déployé des œuvres caritatives pour améliorer la situation des personnes pauvres. De leur côté, les puissances publiques soit ont facilité l'activité de telles œuvres, soit se sont substituées aux œuvres caritatives privées. Aujourd'hui, ce sont les États de la planète réunis dans l'ONU qui s'accordent sur des objectifs de réduction de la pauvreté. Et donc, dans un premier point, j'en proposerai une synthèse. Dans le même temps, des États ont engagé des politiques pour surmonter la pauvreté et il convient d'en évaluer les résultats, notamment à la lumière du temps. Et enfin, dans mon troisième point, j'essaierai de montrer que face à la connaissance de la réalité, il faut envisager d'autres pistes pour lutter contre la pauvreté. Premier point, donc, la volonté annoncée de l'ONU en faveur de la réduction de la pauvreté. Je propose une synthèse et je remercie Jeffrey Sachs de son indulgence par rapport à cette synthèse. D'abord, bien sûr, il y a eu donc les objectifs du millénaire pour le développement, avec notamment le premier objectif, réduire l'extrême pauvreté et la faim. Cet objectif était divisé en plusieurs cibles sur lesquelles je ne reviendrai pas. Et vous savez que ces objectifs ont été globalement atteints. Mais si la réduction de la pauvreté prévue par les objectifs du développement a été atteinte, les résultats sont quand même insatisfaisants pour 4 raisons. La première, c'est que la pauvreté reste encore élevée malgré sa diminution. La deuxième, c'est que les avancées sont très inégales selon les pays et qu'en particulier, ce sont des progrès très importants en Asie qui expliquent des résultats favorables. Et donc, les objectifs ont été atteints plus grâce à des géants démographiques devenus des émergents économiques que par un progrès généralisé dans tous les pays. Troisième élément souvent oublié, à l'intérieur des pays, les inégalités se sont parfois aggravées entre les territoires et notamment entre les zones urbaines et les zones rurales. Et même certains pays ont connu des aggravations. Donc le bilan des objectifs du développement durable est en demi-teinte, à la fois positif et négatif. Comme ces objectifs se terminaient en 2015, les États membres de l'ONU ont décidé d'élaborer un nouvel agenda 2030 sous le nom donc d'ODD, Objectifs pour le développement durable, avec l'idée d'une approche plus globale. Première caractéristique, ces objectifs sont au nombre de 17 au lieu de 8, Jeffrey Sachs les a montrés hier, et comme auparavant, il appartient à chaque État d'agir pour atteindre ces objectifs. J'ajoute qu'en complément, il a été précisé 169 indicateurs différents pour assurer le suivi de ces objectifs, sans qu'on s'interroge sur la fiabilité de la façon dont on établit ces statistiques. La pauvreté, la réduction de la pauvreté reste l'objectif numéro 1, mais
ces objectifs du développement durable interrogent par leur nombre. Nous disons en français que c'est un peu comme un inventaire à la Prévert, c'est-à-dire une énumération hétéroclite qui n'affiche pas de vraie priorité, d'où un risque de dilution des objectifs. Néanmoins, ils sont évidemment tout à fait souhaitables dans les buts qu'ils se fixent. Si maintenant nous descendons donc à l'échelon des pays, nous allons voir qu'il y a différents pays qui ont lancé des politiques pour essayer de surmonter la pauvreté. Et je vous proposerai donc à titre d'exemple de considérer 2 pays du Sud puis un pays du Nord. Tous ces pays ont essentiellement souhaité améliorer le pouvoir d'achat des plus pauvres, ce qui a d'abord été le cas de l'exemple du Venezuela. Le tournant se fait au Venezuela précisément après 2002, c'est-à-dire après le coup d'État avorté contre le président Chavez, et la réponse qui est apportée par le président consiste donc à créer des missions locales, missiones, pour permettre aux personnes qui ont un pouvoir d'achat insuffisant, soit de percevoir des allocations, soit de pouvoir acheter des biens à des prix inférieurs au prix du marché. Ces missions sont dans une organisation très centralisée, donc en dehors du principe de subsidiarité dont parlait le professeur Carroza hier, dans la mesure où elles sont placées directement sous l'autorité du président, avec une organisation qui associe d'ailleurs l'armée à toutes les échelles de la mise en œuvre de ces missions. Et ces missions sont financées quasi exclusivement par la compagnie pétrolière nationalisée PDVSA. Et donc, ce que l'on va constater, c'est que à la fois les allocations de ces missions, plus la création de magasins alimentaires avec des tarifs préférentiels pour les produits alimentaires, va engendrer effectivement une baisse de la pauvreté. Néanmoins, cette baisse de la pauvreté est difficile à évaluer puisque l'on dispose essentiellement de statistiques fournies par le gouvernement du Venezuela sans que l'on ait vraiment eu d'évaluation indépendante permettant de mesurer les effets de ces mesures qui concernaient également la multiplication des dispensaires, notamment grâce aux accords passés entre le Venezuela et Cuba, dans la mesure où Cuba a fourni par centaines des médecins pour améliorer la situation de santé des Vénézuéliens. Donc aujourd'hui, en 2015, quel bilan peut-on tirer de cette politique? Il y a de quoi s'interroger pour 4 raisons. La première raison, qui avait été signalée dès sa mise en œuvre, c'est qu'on a l'impression d'une politique assez clientéliste, c'est-à-dire que, après le coup d'État raté, le président a souhaité fidéliser ses électeurs par un quadrillage de services sociaux, et donc certains considèrent que ces mesures sont plutôt un outil de contrôle politique et social au service du pouvoir, qui permet d'acheter la paix sociale, mais sans enrayer les processus de paupérisation. Le deuxième élément, c'est que cette politique d'amélioration de la situation des pauvres est essentiellement financée par les revenus du pétrole, donc dépendante du cours du pétrole. Et donc la situation actuelle, compte tenu de la baisse du prix du pétrole, c'est que le Venezuela a dû procéder à des coupes budgétaires qui fait que ces mesures n'ont plus les moyens de financement qui étaient prévus au départ. Le troisième élément, c'est que le Venezuela reste un pays où le niveau d'insécurité reste élevé. Il est parmi les taux d'homicide les plus élevés au monde et certains sondages montrent que pour la population vénézuélienne, souvent le premier problème n'est pas nécessairement la question de la pauvreté, mais celui de la sécurité.
Enfin, quatrième élément, dans la mesure où la réduction du nombre de pauvres s'est effectivement faite au moment où les cours du pétrole étaient favorables, aujourd'hui, on a une nouvelle augmentation du nombre de pauvres au Venezuela, y compris ce qu'on appelle des nouveaux pauvres, c'est-à-dire des personnes qui n'étaient pas pauvres auparavant. Tournons-nous maintenant vers l'expérience du Brésil, qui débute à l'échelon local par des initiatives, notamment du maire de Campinas et du gouverneur de Brasilia, qui lance un programme qui s'appelle Bolsa Escola, c'est-à-dire qu'il s'agit de verser des bourses à des familles à condition que ces familles s'engagent à ce que leurs enfants aillent régulièrement à l'école. Cette idée est reprise ensuite à l'échelon fédéral sous le gouvernement de M. Cardoso en 2001 avec un certain nombre de mesures pour que son efficacité soit certaine. Et ensuite, c'est à partir de ce programme Bolsa Escola que va être développé sous le président Lula un plan beaucoup plus ambitieux appelé Bolsa Familia, qui développe tout un ensemble d'allocations pour les personnes en difficulté, des programmes alimentaires, etc. Bon, le bilan est incontestable dans la mesure où les analyses considèrent qu'à peu près un quart de la population du Brésil a bénéficié de ce programme Bolsa Familia et qu'un certain nombre de personnes sont effectivement sorties de la pauvreté. Toutefois, le bilan aujourd'hui conduit à émettre un certain nombre de réserves. La première tient tout simplement au fait qu'il a fallu réduire les moyens financiers de ce programme dans la mesure où l'économie brésilienne du milieu des années 2010 n'est pas la même que celle des années 2000, avec, comme vous le savez, une baisse du PIB en 2015 et des revenus de produits agricoles, de produits miniers, d'hydrocarbures vendus à l'exportation nettement moindres que ce que le Brésil avait auparavant. Donc, premier élément, des coupes budgétaires qui ont réduit, bien entendu, l'efficacité de ce programme. Deuxième élément, en dépit de ce programme, les inégalités restent considérables à l'intérieur du pays et donc nous sommes dans une situation où les inégalités touchent l'ensemble des problèmes liés à la pauvreté et notamment l'éducation, ce qui conduit notamment un auteur à formuler ainsi la question de la pauvreté au Brésil. La pauvreté au Brésil n'est pas tant l'effet de la faiblesse du revenu moyen que celui de l'existence de très fortes inégalités. Autre élément, c'est l'étendue de l'économie informelle qui, évidemment, fait partie du processus de paupérisation. Enfin, dernier élément, c'est l'importance de l'insécurité. On sait que le Brésil, là aussi, fait partie des pays qui ont le record mondial en matière de nombre d'homicides, également en matière de cybercrime, et que l'insécurité atteint des niveaux élevés, sans oublier bien sûr le fait que la population du Brésil se soit trouvée assez abasourdie, non pas par la corruption, elle savait qu'il y avait une certaine corruption, mais par l'importance de la corruption ces dernières années. Passons maintenant vers un pays du Nord, et précisément la France, qui donc a tenté une politique un peu semblable, consistant à verser des allocations financières aux personnes en situation de pauvreté, politique qui a été généralisée en 1988, donc il y a plus d'un quart de siècle, à travers un instrument qui s'est appelé le revenu minimum d'insertion. Il s'agissait donc de verser un minimum de revenus aux personnes en difficulté. Ce revenu minimum d'insertion a eu un succès quantitatif dans la mesure où, au fil des années, le nombre de personnes concernées, qui avait commencé à 500 000, a dépassé le million et aujourd'hui
bien au-delà du million. Néanmoins, on voit que cette méthode n'a pas permis de diminuer la pauvreté en France, dans la mesure où le volet insertion du revenu minimum d'insertion est souvent négligé, et dans la mesure où certains considèrent que ce revenu minimum d'insertion, avec les avantages sociaux qui l'accompagnent, sont parfois une trappe à inactivité, dans la mesure où des personnes peuvent ne pas avoir intérêt à accepter un travail parce que cela est moins intéressant pour eux que la situation consistant à bénéficier du revenu minimum d'insertion. Face à ces critiques, donc, deux mesures ont été prises. La première, qui s'appelle aujourd'hui la prime d'activité, consiste à verser un revenu même à des personnes qui disposent d'un petit peu de revenus. La seconde a consisté à transformer le revenu minimum d'insertion en revenu de solidarité active. Je passe sur les détails, simplement sachez que cette transformation est un échec et, comme l'écrit un spécialiste, c'est une construction administrative si compliquée que même ses promoteurs ont du mal à l'expliquer. Donc, vous voyez qu'en France, au bout de plus d'un quart de siècle de mise en place d'un revenu de base, et en dépit d'autres mesures, comme toute la protection sociale, non seulement la pauvreté n'a pas diminué, mais elle a augmenté. Et elle a augmenté même dans les périodes, pendant ce quart de siècle, où le taux de croissance économique était élevé. Ce qui veut bien dire que ce n'est pas la réponse à la réduction de la pauvreté. En fait, ces semi-échecs que je viens d'évoquer sont dus à des approches trop unidimensionnelles de la pauvreté, c'est-à-dire à l'idée que ce qui est le problème principal de la pauvreté, c'est l'insuffisance du pouvoir d'achat. Or, la pauvreté, comme les processus de paupérisation, ont un caractère multidimensionnel, ce qui me conduit donc dans un troisième point à essayer de livrer les pistes principales pour lutter contre la pauvreté et surtout contre le processus de paupérisation. La première piste, c'est bien sûr la question de la sécurité, que ce soit dans le sud ou dans le nord. Dans le sud, chacun connaît la situation, par exemple, de la Côte d'Ivoire, où la pauvreté a énormément augmenté dans les années 2000, c'est-à-dire au moment où ce pays a connu un conflit civil, puis a reculé depuis le retour à la sécurité. Chacun connaît les décisions des gouvernements chinois sous Mao Tse-tung, créant une insécurité augmentant la pauvreté. Et dans des pays du Nord comme la France, nous voyons bien qu'il y a une corrélation entre les taux de pauvreté selon les territoires et les taux d'insécurité selon les territoires. Parce que dans les territoires de non-droit, eh bien, les commerces se ferment, donc on supprime des emplois et les entreprises ne veulent pas s'installer. Donc la question de la sécurité est un élément absolument fondamental et la base impérative pour lutter contre trop processus de paupérisation, je dis bien à toutes les échelles d'un quartier, d'une ville ou d'un État. Deuxième élément fondamental, l'éducation et le développement de l'emploi formel. Là aussi, entre les pays du Sud et les pays du Nord, les objectifs à atteindre ne sont pas exactement les mêmes. Dans les pays du Sud, il s'agit bien sûr de faire reculer l'analphabétisme, il s'agit bien sûr de permettre un accès égal à l'école pour les garçons et les filles, ce qui est un élément très important, notamment pour transmettre dans le cycle scolaire des informations de prévention sanitaire qui peuvent améliorer la santé des populations. Dans les pays du Nord, eh bien souvent, c'est ce qu'on appelle l'illettrisme, qui est un élément de processus de paupérisation qui est tout à fait important dans la mesure où les taux de chômage, là aussi, sont très corrélés au taux d'illettrisme des populations. Donc, cet élément d'éducation est évidemment fondamental et doit être complété par la question de l'emploi informel contre lequel il faut lutter en considérant les deux types d'emploi informel. Bon, le premier type concerne des personnes qui exercent des activités légales mais de façon informelle et qui n'ont donc pas de protection réglementaire. Et à cet égard, il faut parfois
imaginer une meilleure simplification des lois qui imposent des réglementations trop contraignantes, minorer des contraintes fiscales pour faciliter le passage de l'informalité à l'emploi formel. Je donne simplement 2 exemples. Premier exemple réussi, celui de l'Espagne en 2005, qui a fait entrer dans l'emploi formel 700 000 personnes. Deuxième exemple, mais qui malheureusement n'est toujours pas concrétisé, c'est celui de la Chine, avec ses 200 millions de population flottante, qui ne pourrait entrer dans l'emploi formel que si la Chine supprime le permis de résidence qu'on appelle le hukou en chinois. Enfin, dernier point de proposition, ce que j'appelle l'état de droit social. Chacun sait ce qu'est l'état de droit, qui doit notamment, bien sûr, lutter contre la corruption, trop élevée, comme le montrent les travaux de Transparency International. Mais au-delà de cet état de droit stricto sensu, il s'agit de développer un état de droit social, c'est-à-dire conforme notamment à l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Donc, en conclusion, il est vrai que la pauvreté a diminué ces dernières années, notamment grâce à des politiques économiques ouvertes se substituant à des politiques autarciques, à des politiques éducatives et à des politiques sanitaires conformes à un état de droit social. De son côté, je n'ai pas le temps de le traiter, il faut rappeler que les effets de l'aide internationale sont peu concluants, que d'ailleurs, parmi les pays qui ont touché le plus d'aide internationale, ce ne sont pas eux qui ont obtenu les meilleurs résultats, et souvent ils ont des mauvais résultats. Pourquoi ? Parce que l'aide internationale n'est efficace que si elle est bien contrôlée pour éviter les pratiques de corruption et si elle est appropriée aux besoins de développement du pays. Donc demain, la pauvreté doit continuer de reculer. Premièrement, assurer la sécurité, satisfaire les besoins éducatifs, déployer une économie dynamique limitant l'emploi informel, favoriser l'amélioration de la santé. Et je dirais pour conclure qu'il faut toujours se rappeler cette phrase de Montesquieu, j'ouvre les guillemets, « Les terres produisent moins en raison de leur fertilité que de la liberté des habitants ». J'ajouterai, à commencer par la liberté d'aller et venir là où on habite, donc la sécurité. Merci.